Déjà commencer par remercier Anne Berger pour l'invitation, Sophie Béraud également, même si elle n'a pas pu être présente, Margot Giacinti, donc merci aussi Roman évidemment pour l'invitation à ce colloque. Donc rapidement, donc mon nom est Christophe Parmet et Jean-Baptiste Deveau à côté de moi, politiste, postdoctorant associé au laboratoire TRICOM. Alors on est très heureux de participer à ce colloque sur la force de la non-violence pour présenter notre travail collectif, donc à 5, on n'est que 2 représentants, mais c'est un groupe de 5 politistes et sociologues, pour présenter notre travail collectif sur le mouvement des Gilets jaunes. Il y a évidemment une partie de ce travail-là qui a tourné autour du rapport à la police dans le mouvement, autour d'un papier qui s'intitulait, en tout cas à une époque, « La police avec nous, située et se situer par rapport à l'institution policière ». Donc on espère déjà que notre propos ne soit pas trop en décalage avec la thématique du colloque, parce que la question de la violence ou de la non-violence, c'est pour nous un questionnement sans doute un peu lointain. Donc, en tout cas, c'est pas une notion théorique de laquelle on est particulièrement proche. Et disons tout de suite, on ne lise pas les travaux de Julie Butler, qu'on connaît du reste très mal. Donc nous, la thématique de la violence, on l'a abordée d'un point de vue tout à fait empirique. C'est-à-dire qu'on a pu observer comment un répertoire d'action, des moyens d'action utilisés tantôt par les manifestants, tantôt par les forces de l'ordre, pouvaient recouvrir une forme de violence. Ici, on s'intéresse donc dans ce papier, dans cette présentation, au mécanisme de maintien de l'ordre. Plutôt donc les mécanismes qui utilisent à des degrés divers des moyens violents pour encadrer ou réprimer le mouvement dans certaines de ses formes. Donc c'est pas seulement une opposition, je dirais, binaire entre violence et non-violence qu'on essaye de décrire. Nous, on a étudié des catégories un peu plurielles dans les formes spécifiques prises par les forces de l'ordre, donc des styles de répression qu'on a cherché à qualifier, si vous voulez. Des styles de répression tantôt souples, dans lesquels l'utilisation de la force est utilisée de manière, on va dire, circonstancielle, et des styles de répression plus brutaux, où l'usage de la force devient le cœur de l'action des forces de l'ordre. Donc l'idée, c'est de ne pas considérer un mouvement comme par nature violent ou non violent. Notre idée, c'est vraiment de dire que les observations, elles montrent à quel point le recours à la violence ne se regarde pas a priori, mais bien dans la dynamique du mouvement. Donc notre objet, finalement, ce sont les interactions qu'on a qualifiées à la fois d'incessantes, d'évolutives, mais aussi de multiformes, entre les forces de l'ordre et les participantes au mouvement des Gilets jaunes. Alors, comme on l'observe, on va peut-être déjà revenir sur un point de méthode. Donc, notre enquête, elle se déroule sur plusieurs sites de mobilisation dans la région, dans un espace localisé, à savoir les agglomérations lyonnaises et stéphanoises. Elle a commencé en novembre 2018, et puis on a clos la récolte des données en janvier 2020. Donc, on a récolté plusieurs types de matériaux. J'en dis un mot quand même, parce que c'est important sur la capacité à produire les résultats que je vous expose ensuite. On a d'abord cherché à observer la mobilisation en train de se faire. Donc, dans les cortèges, sur quelques ronds-points tenus parfois pour quartiers généraux, ou encore en participant nous-mêmes à des actions organisées dans d'autres lieux, comme des actions de blocage, des actions de ce qu'on appelle de péage gratuit, etc. Donc l'un de ces espaces a particulièrement retenu notre attention, c'est le rond-point de Corcieux. Corcieux, c'est une ville fictive qui est située dans l'agglomération lyonnaise, et on a choisi d'utiliser un nom fictif pour préserver l'anonymat de nos enquêteurs. Donc, commune industrielle de la très proche périphérie lyonnaise, qui a d'abord représenté un des points centraux de la mobilisation du mouvement dans la région. Donc, on a suivi en fait son histoire, son organisation, sa destruction aussi sur ordre de la préfecture, et la manière dont ses habitants, les habitants de ce rond-point, ont continué ou non à se mobiliser, et ce jusqu'à la fin 2019, puis ensuite début 2020. Donc pour cela, on a également pris part à l'ensemble des manifestations organisées les samedis entre décembre 2018 et fin avril 2019 à Lyon ou Saint-Étienne, tous les actes. En complément de ces observations ethnographiques, on a mené une trentaine d'entretiens, on appelle semi-directifs, bon bref, sur 2 campagnes, une en janvier 2019, et puis un an plus tard, on a revu une partie de nos enquêtés afin aussi de mesurer un petit peu les effets qu'avait produit le mouvement sur leur rapport aux politiques et puis leur rapport à la police pour être plus précis. Les effets de leur engagement finalement sur le moyen terme. Alors notre hypothèse à partir de ces observations, c'est que l'expérience de la confrontation avec le travail policier, elle transforme le rapport à l'État
et en particulier aux forces de l'ordre. Nous, on estime que la participation au mouvement des Gilets jaunes a produit des effets, ce qu'on appelle des effets de politisation, en tout cas a changé le regard que les Gilets jaunes portaient sur les forces de l'ordre. Donc évidemment, si on regarde un peu médiatiquement comment a été traité le mouvement des Gilets jaunes, on a évidemment placé la focale sur les affrontements entre la police et les manifestants, souvent sous l'angle privilégié donc, de la violence et du débordements qui avaient pu avoir lieu d'acte en acte, et les affrontements entre donc, Gilets jaunes et forces de l'ordre. Mais cette image, pour nous, elle masque en fait la variété des formes prises par l'exercice du maintien de l'ordre. Un maintien d'ordre qui change selon les contextes et selon les lieux de la mobilisation. Donc c'est pas seulement des affrontements le samedi, c'est aussi, d'abord peut-être, la voiture de la police nationale avec ses 2 gardiens de la paix qui est stationnée aux abords du rond-point dès les premiers jours du mouvement. C'est aussi les lignes de gendarmes mobiles et des compagnies républicaines de sécurité, CRS, qui encadrent, bloquent, dispersent ou orientent les cortèges, donc là, les samedis. Mais il s'agit aussi des interventions de la BAC qui s'y joignent ou viennent mettre fin à certains blocages et occupations de bâtiments ou d'espaces publics. Donc voilà pour les présences visibles, mais il y a une présence aussi invisible, c'est-à-dire même en l'absence d'uniforme ou de gyrophare, il y avait sur le mouvement des Gilets jaunes et puis dans nos observations, notamment sur le rond-point de Corcieux, une suspicion d'infiltration un peu permanente du mouvement par les services de renseignement, qui maintiennent en fait la présence policière même quand elle n'y est pas forcément. Vous voyez. Donc comment savoir qu'un indique n'est pas présent sur le rond-point, comment être bien certain que les conversations Facebook ou WhatsApp ne sont pas espionnées, voilà. Je disais une présence permanente, en tout cas réelle ou supposée, des forces de l'ordre dans le mouvement des Gilets jaunes. Tout ça pour dire que ce qu'on a observé, c'est que l'antagonisme entre d'une part les Gilets jaunes et les forces de l'ordre, il n'est pas donné d'avance. Le répertoire de maintien de l'ordre, emprunté par la police notamment durant les premiers temps de la mobilisation, a pour conséquence des transactions permanentes entre forces de l'ordre et protestataires, et qui parfois brouillent les frontières entre ces deux groupes, qui ont alimenté l'idée que la police n'est pas l'ennemi, mais même parfois peut être un allié dans le mouvement, du moins c'est le cas au début du mouvement. On verra finalement que c'est dans un second temps seulement, après l'intensification de la répression en manifestation, et alors que le temps des ronds-points se termine, avec le démantèlement de ces ronds-points, on voit apparaître en fait chez les manifestants une forme de consensus, un consensus qui s'établit quant au caractère irréductible, si vous voulez, de l'opposition entre le nous protestataire, le nous gilets jaunes, et le eux qui comprend les forces de l'ordre. C'est vraiment ce basculement qu'on vous propose en fait de traiter ensemble. Donc, dans un premier temps, je voulais mettre l'accent sur les interactions pacifiques qui s'établissent entre Gilets jaunes et institutions policières. Donc nous, quand on se rend pour la première fois sur le rond-point de Corcieux, donc en décembre 2018, les Gilets jaunes entament leur troisième semaine de mobilisation, et un campement est installé depuis 13 jours sur le rond-point qui jouxte une importante raffinerie de pétrole. Donc même si au niveau national on est à l'acte 3, donc qui a donné lieu à des affrontements violents entre Gilets jaunes et forces de l'ordre, avec 300 installations à Paris, le climat est tout à fait différent sur le rond-point de Corcieux. Nous, on voit aux abords du camp une présence, aux abords et sur le camp, une présence policière qui sont pour la plupart en fait assis dans leur véhicule et qui parfois se glissent sur le rond-point, viennent échanger un café, discuter avec les manifestants, etc. Donc finalement, jusqu'au délogement du camp à la veille des vacances de Noël, les interactions qu'on observe entre forces de l'ordre et Gilets jaunes s'inscrivent en fait dans un ordinaire du mouvement et en fait sont rarement conflictuelles. Ce qu'on voit par exemple, c'est ce que certains Gilets jaunes nous relatent, c'est la tolérance des forces de l'ordre envers les actions menées dans les premières semaines, y compris dans les actions qui sont illégales, comme des blocages, des opérations péage gratuit. Parfois même, ce qu'on peut observer, c'est à quel point les forces de l'ordre peuvent intervenir comme alliés de certains Gilets jaunes sur le mouvement. Par exemple, sur le rond-point, on va avoir une fois, bon c'est exceptionnel, mais ça a quand même le mérite d'exister, un des membres du rond-point qui fait appel à la voiture de police pour régler un conflit qui existe au sein du rond-point. Voilà comment on peut construire la police comme un allié du mouvement, en ce sens qui va permettre de réguler la vie sur le rond-point de Corcieux.
Ce qu'on analyse, nous, c'est que cette capacité à considérer la police comme un allié potentiel, elle est liée à deux choses. D'une part, l'idée selon laquelle, le style de répression policier à ce moment-là est qualifié de souple, où la violence n'est qu'une modalité parmi d'autres de la gestion du mouvement, et qui en fait va faire considérer pour certains gilets jaunes l'idée selon laquelle les forces de l'ordre feraient partie du mouvement, a fortiori dans un contexte où on imagine qu'il y a eu des enquêtes en fait à un certain moment du mouvement des Gilets jaunes qui ont montré à quel point le sentiment d'adhésion au mouvement des Gilets jaunes chez les policiers était fort. Ce qui a entretenu en fait l'idée dans les premiers temps, encore une fois, que la police était avec nous, en fait le nous protestataire. Et on va voir finalement le basculement qui va s'opérer avec la constitution finalement dans un second temps d'un antagonisme très clair entre les Gilets jaunes et les forces de l'ordre, eu égard à un changement là aussi très clair dans le style de répression opéré. En principe, le temps est terminé. Mais... C'est le temps de nous deux qui est terminé. Oui. Alors, je peux prendre une petite minute très rapide. Oui, vas-y. Alors, que se passe-t-il à partir du moment où la répression s'intensifie à l'intérieur de la mobilisation? Ce qu'on tenait à dire, je vais essayer d'aller à la hussarde et de manière rapide, mais c'est que ce qu'on voulait montrer, c'est que l'intensification de la répression, elle n'a pas des effets homogènes. Il n'y a pas d'un côté une violence qui est reçue de la même manière par l'ensemble de celles et ceux qui sont dans le mouvement. Pour certains qui sont habitués aux mouvements sociaux, qui sont habitués à être mobilisés dans n'importe quel type de mouvements sociaux, eh bien ces personnes-là sont souvent habituées à la répression policière. Donc finalement, ils ne sont pas très surpris de voir les policiers commencer à castagner les gilets jaunes. Pour d'autres, et c'est ce qui singularise le mouvement des gilets jaunes, être exposé à la répression, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est la première fois qu'ils mobilisent, etc. Et donc pour celles et ceux, notamment chez qui c'est la première fois qu'ils mobilisent, eh bien cela provoque, ça a des effets finalement de sidération, et ça a des effets profonds et durables sur la manière dont ils vont envisager leur rapport à la protestation, et dont ils vont envisager la police. Alors en fait, ce qu'on voulait montrer pour ce papier, c'est que ce qui va se passer à partir du moment où la répression devient intense, c'est que l'ordinaire du temps politique, c'est-à-dire le fait qu'en fait, on a l'habitude de déléguer à la police et à l'État le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire la capacité finalement à réprimer et à être violent. Eh bien, ce qui se passe, c'est pas que les gilets jaunes deviennent plus violents, c'est pas que les gilets jaunes décident de passer à la violence, etc., mais ce qui se passe surtout, en contexte de répression, c'est que la délégation qui est un petit peu l'ordinaire de la vie politique, l'ordinaire de la citoyenneté, la délégation à l'État du pouvoir de réprimer ne passe plus. C'est-à-dire qu'on ne conçoit plus comme légitime l'exercice de la violence par l'État. Alors ça, c'est un fait qui est relativement homogène pour l'ensemble de celles et ceux qui ont participé au mouvement, quand bien même ces personnes-là étaient relativement favorables vis-à-vis de la police au premier temps de la mobilisation. Et donc, ce qu'on voulait montrer, c'est que finalement, il n'y a pas d'un côté un répertoire violent, de l'autre un répertoire non violent, mais il y a une discussion permanente qui s'engage entre forces de l'ordre et protestataires et à l'intérieur de la protestation sur la question de savoir à qui appartient la possibilité d'exercer l'ordre, l'ordre légitime. Et finalement, ce qui se déplace au cours de la mobilisation, c'est la légitimité d'usage de la violence. Au premier temps, on considère que la police, finalement, est là pour protéger les protestataires et donc, finalement, constitue une institution qui peut protéger le peuple. Et ce qui se passe très rapidement avec le mouvement des Gilets jaunes, en un mois, c'est qu'à l'intérieur de la mobilisation, ce sentiment de la légitimité de la délégation de la police à protéger le peuple n'existe plus, et de fait, cela transforme profondément la manière dont les gens vont envisager ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils vont faire. Et donc, ils vont s'engager parfois, et pas toujours, dans des actions violentes, mais, encore une fois, toujours avec le sentiment d'être légitime lorsqu'ils utilisent des répertoires violents, parce que la légitimité qui est conférée en permanence à l'État ne tient plus à ce moment-là de la mobilisation. Merci beaucoup pour cette présentation très fouillée qui permet de vraiment rentrer dans les dynamiques de la violence. C'est un truc qui est très important pour notre réflexion. Donc nous allons passer la parole à Montserrat Terrador Belmont. Alors on va voir s'il y a besoin de mettre le... Normalement elle peut s'exprimer là. Oui, on va voir si vous m'entendez.
On va C'est essayer avec ça. suffisant ou est-ce que on met le micro devant alors? Attends. Non, d'accord. Vas-y, parle. Essayez. Oui, alors c'est un test de son, vous m'entendez? Ça marche pas. Attends. Ah, non mais il faut mettre le micro. Oui, mais attends, on va essayer juste parce qu'il y a plusieurs qualités d'haut-parleurs. En fait. Je continue à parler. Bonjour tout le monde. Attends. Juste. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Oui? Oui, mais au fond, vous n'entendez pas encore. C'est pas... Non? Essayez là. Oui, ben moi j'imagine qu'il n'est pas question que je parle plus fort. Ça va pas améliorer la chose. C'est bon. L'enceinte, elle est... Non, mais là, quand elle parle, ça sort d'ici, c'est pour ça. Vas-y, passe. Oui, ça sort en fait. Oui, c'est attends, vas-y. Désolé pour le... Vas-y, tu essaies de parler. Allez-y, essayez de parler. Oui, alors est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez au fond de la salle? Alors, tu mets le haut-parleur. Allez-y. C'est mieux? Les gens au fond de la salle m'entendent? Vous entendez ou pas? Bon, on pensait qu'on pourrait brancher sur les haut-parleurs, mais apparemment c'est pas le cas. Elle va parler. Donc elle va parler dans le micro et on va faire le silence. D'accord. Tu peux y aller, moi. Il sort d'où le son? C'est bon, j'ai fait. Oui. Oui, a priori, il y avait l'image, oui. Il sort d'où le son? Bien. Je vais essayer de bien articuler. Vas-y, tu parles. Tu peux. Vas-y, tu peux. Oui, je peux y aller? Oui, on t'attend. Bon, c'est les joies du Zoom. Bon, bonjour tout le monde et merci beaucoup aux organisatrices de m'avoir proposé de participer. Je suis désolée, j'aimerais bien être avec vous à Lyon, mais en fait, je commence un projet, une bourse Marie Curie qui m'amène à Montréal pour 3 ans. Je suis maître de conf en sciences politiques au département de sciences politiques à l'Université Lumière Lyon 2, mais donc pour les 3 ans qui viennent, je vais être détachée à l'Institut national de la recherche scientifique à Montréal. Et donc, je veux vous parler le mouvement pour le droit au logement en Espagne, d'une façon un petit peu différente de donc, la présentation qui précède. Je ne veux pas vous parler d'un papier, je veux vous livrer un ensemble de réflexions donc sur ce mouvement sur lequel j'ai travaillé en tant que chercheuse, mais auquel je participe donc quand je peux, quand je suis à Barcelone, qui est ma ville natale. Alors, le mouvement dont je veux vous parler, c'est surtout la version qui s'est développée à partir de 2008-2009, donc à partir de la crise financière qui est aussi en Espagne une crise immobilière, donc qui implique l'effondrement du système immobilier, du marché hypothécaire et qui a eu comme bilan des situations de surendettement très graves pour beaucoup de familles de la classe moyenne et des classes populaires qui se sont vues confrontées à l'impossibilité de rendre leurs prêts immobiliers, donc ce qui a eu comme conséquence d'une augmentation très importante des expulsions immobilières. Donc, je m'intéresse donc au mouvement, à la version du mouvement pour le droit au logement qui commence à ce moment-là. Et je crois que c'est un mouvement qui, par son répertoire tactique, par son choix de mode d'action, peut être lu quand même un petit peu à la lumière de l'éthique de la non-violence de Judith Butler. Pourquoi? Par le recours très important de ce mouvement à ce que Butler pourrait appeler des formes d'action non violente agressives, agressantes, c'est-à-dire dans le recours systématique à des formes d'action directe
pour satisfaire le droit au logement des personnes qui se trouvent dans une situation d'insécurité résidentielle. Et j'insiste, je crois que ce point est important, il s'agit des personnes qui viennent des fractions moyennes, des classes moyennes, des classes populaires, mais aussi une fraction importante des classes moyennes. Alors donc, d'abord, je vais vous présenter un petit peu ce mouvement et ensuite, je vais revenir juste sur 4 réflexions, 4 idées donc tirées de l'éthique de la non-violence de Judith Butler et qui, à mon avis, donc, peuvent être bien illustrées par ce mouvement. Donc, il prend quelle forme, ce mouvement espagnol pour le droit au logement post-crise financière, post-2008-2009? Bon, ça prend la forme d'une... Ça va, vous m'entendez bien? Je continue? Oui, ok. Donc, ça prend la forme d'une nébuleuse de collectifs, d'organisations, d'associations, plus ou moins formelles. Donc, ça peut être de l'association constituée avec ses statuts jusqu'au groupe d'affinité. Qui ont aussi dont la zone d'intervention est aussi variable. Donc, on trouve des organisations qui interviennent à l'échelle nationale. Donc, par exemple, le groupe sur lequel j'ai le plus travaillé, qui s'appelle Plateforme des personnes victimes des hypothèques. Donc, c'est une organisation qui a été fondée à Barcelone en 2009 et qui, depuis, a constitué environ 200 branches locales dans toute l'Espagne. Et malgré son nom, donc malgré que le terme hypothèque apparaît donc dans le nom de l'organisation, c'est un collectif, en fait, qui travaille avec des personnes qui risquent une expulsion par saisie hypothécaire, mais aussi des locataires donc qui ont du mal à payer leur loyer ou des squatteurs, donc des personnes qui squattent des logements vides. Donc ça, voilà. Donc nous avons des organisations dans le domaine d'intervention, c'est tout l'État, et aussi des organisations dans le domaine d'intervention et la ville, donc par exemple des associations à Madrid, à Barcelone, ou des organisations plutôt des réseaux affinitaires dont le domaine d'intervention, c'est plutôt le quartier. Donc, tous ces différents niveaux territoriaux ont leurs propres manifestations organisationnelles. Et malgré la diversité d'organisations, il y a un élément qui est transversal, qui est partagé par toutes les organisations, qu'elles soient plus ou moins stables, formalisées, c'est le recours à la désobéissance civile. Donc, à ce que Butler appellerait, donc, comme je disais tout à l'heure, des formes d'action non violentes, mais agressantes, agressives. Donc, il prend la forme de blocage d'expulsion, c'est-à-dire au moment où le collectif sait qu'une expulsion, qu'une éviction aura lieu, à travers les réseaux sociaux, les personnes sont convoquées à aller mettre leur corps, littéralement, pour empêcher l'exécution de l'ordre judiciaire de l'éviction. Donc ça, c'est peut-être la forme de désobéissance civile la plus paradigmatique, la plus visible, qui attirait énormément l'attention médiatique dans les années 2010-2011, quand ce mode d'action a commencé à être mis en pratique, mais aussi d'autres formes de désobéissance civile, ce que les collectifs appellent récupération d'immeubles vides, hein, et ça c'est très intéressant, on pourrait en parler. Il s'est produit un glissement sémantique alors qu'à la fin des années 90, début des années 2000, beaucoup dans les mouvements pour le droit au logement, on parlait d'occupation, dont les squats. Aujourd'hui, beaucoup de groupes ont plutôt tendance à parler de récupération. Certains considèrent que c'est une forme d'euphémisation du squat traditionnel, une façon de se légitimer face à l'opinion publique. Aussi, à mon avis, notre forme de désobéissance civile est, au sein de ces groupes, la normalisation du non-paiement du loyer et du prêt immobilier hypothécaire. C'est-à-dire, à partir du moment où une famille doit décider qu'est-ce qu'elle met de l'avant, qu'est-ce qu'elle priorise, si manger, payer l'école des enfants ou payer le loyer, le remboursement du prêt immobilier. Donc, au sein des collectifs, la décision est claire.
Alors, cela, c'était pour vous présenter un petit peu ce mouvement. Et maintenant, donc, avec les 4-5 minutes qui me restent, donc quelques idées qui me sont inspirées par la lecture de l'éthique de la non-violence et qui, à mon avis, sont bien illustrées par le mouvement espagnol pour le droit au logement. Donc, d'abord, les pratiques d'action non violente agressive s'inscrivent dans une réflexion qui est celle des différents types de violence ou qui est celle de qu'est-ce que c'est que la vraie violence. Alors, les formes d'action qui, pour les élites politiques ou qui, pour le secteur immobilier, peuvent être des formes d'action violentes dans la mesure où elles s'attaquent à la propriété privée. Donc, sont considérées au sein du mouvement pour le droit au logement des formes d'action tout à fait légitimes parce qu'elles s'attaquent à des formes de violence structurelles qui vont à l'encontre de l'intégrité physique des personnes. Elles s'attaquent à des formes de violence structurelles qui précarisent la vie des personnes qui sont confrontées à une situation d'insécurité résidentielle. Donc, c'est lorsque Judith Butler justifie le recours aux actions non violentes dans un contexte de violence structurelle, donc qui précarise les vies. Le mouvement pour le droit au logement en Espagne se retrouve donc les actions font écho à ce type de réflexion, même si ce type de réflexions ne sont pas forcément explicites. Hein. Ça, c'est aussi très intéressant, le fait que le recours à la désobéissance civile est banalisé, est très banalisé. Donc, les gens, lorsque les militants participent à un blocage d'expulsion, il n'y a pas forcément conscience du fait d'être en train de désobéir, d'être en train de performer de l'action directe. Donc, il y a une banalisation très importante de ces pratiques. Aussi, une autre façon de justifier le recours à ces formes d'action, c'est... il y a aussi des justifications juridiques, c'est-à-dire le fait que l'Espagne, c'est un pays parmi tant d'autres pays qui ont signé et ratifié le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de l'Assemblée générale des Nations unies, donc qui, dans son article 11, parle de l'obligation de garantir le droit au logement. Donc voilà, donc le recours à la désobéissance civile donc, se justifie par cette double analyse. D'un côté, l'identification de violences structurelles qui précarisent les vies, d'un autre côté, les engagements internationaux de l'Espagne. Un autre élément qui est intéressant et qui me fait penser aussi au travail de Butler, c'est que donc, dans quelle mesure, combien la pratique de la désobéissance civile par part du mouvement pour le droit au logement en Espagne implique de mettre le corps. De mettre son corps donc pour éviter une expulsion donc pendant un blocage et cette mise en avant du corps, cette utilisation du corps comme instrument politique peut avoir des conséquences assez sérieuses. Donc en Espagne depuis 2015, il y a eu une réforme du code de sécurité citoyenne, donc c'est le nom officiel de la loi, donc le code de sécurité citoyenne, qui en fait a extrait du domaine du droit criminel beaucoup d'actions qui relèvent du répertoire des mouvements sociaux, par exemple l'organisation de manifestations sans communiquer le parcours aux autorités, etc., et a remis ces actions dans le domaine du droit administratif. Cela veut dire qu'en fait, la capacité de défense des mouvements sociaux s'amoindrit. Parce que lorsque ce sont des délits qui relèvent du code administratif, il n'y a pas de procès judiciaire, il n'y a pas de possibilité de parler devant un juge, de se défendre devant un juge, donc c'est l'État qui impose des amendes. Et en fait, le phénomène des amendes, des contraventions pour participation à des blocages d'expulsion s'est développé exponentiellement depuis 2015. Donc, mettre le corps, ça a des effets donc qui peuvent être graves pour des personnes en situation irrégulière, etc. Et un autre élément qui me fait penser à Butler, et je suis en train de finir mon intervention, c'est que ces pratiques d'action non violente agressive sont nécessairement collectives
elles partent nécessairement de la colère. Il est très intéressant de voir comment depuis les années 2010, les collectifs en Espagne ont produit des protocoles sur comment pratiquer ce type d'action. Par exemple, comment bloquer une expulsion donc de façon sécuritaire pour tout le monde, comment récupérer un logement vide. Et donc, l'accent est toujours mis sur le besoin de pratiquer ces actions de façon pacifique, c'est-à-dire sécuritaire par rapport à l'intégrité physique des personnes qui participent aux actions et des personnes qui peuvent être considérées comme adversaires, donc que ce soit les forces de l'ordre. Et donc, combien il est nécessaire donc de créer un sentiment d'appartenance à un collectif pour que les gens se sentent en sécurité de participer à ce type d'action. Juste, je mentionne comme exemple le protocole de blocage d'éviction qui avait été rédigé par la plateforme des personnes victimes des hypothèques en 2011, nous explique en fait, avant de se lancer, avant de commencer à faire des blocages d'éviction, il est très nécessaire de créer, et je vous le lis, il est très nécessaire de créer un espace collectif de confiance à partir d'un lieu de rencontre régulière, donc dans lequel on peut transformer la perception des problèmes, on peut les percevoir comme la manifestation de violences structurelles. Donc il faut d'abord, au sein de ces groupes, il y a la réflexion très claire suivante, il faut que les gens se sentent à l'aise, il faut que les gens se sentent appartenir à un collectif pour pouvoir faire ce travail de transformation émotionnelle, donc passer de la tristesse, de la dépression à la colère, à l'envie d'agir, et qu'en même temps, elles se sentent protégées par un collectif. Donc, finalement, et je finis sur ce point, le déploiement de ce type d'action doit se faire, et donc ça c'est la réflexion des mouvements, doit se faire en prenant soin des autres. Et c'est la raison pour laquelle souvent la production des protocoles sur comment faire la désobéissance civile s'accompagne aussi de la mise en place d'ateliers sur comment gérer la peur, comment s'occuper des autres, donc comment alimenter donc ce sentiment d'appartenance, comment protéger les personnes qui, pour des raisons de statut, peuvent être plus vulnérables dans ce type d'action. Donc, c'est-à-dire que la pratique de l'action non violente agressive s'inscrit aussi dans une pratique de soins collectifs. Et je m'arrête là. J'éteins. On voit que, disons, le choix d'opter pour une démarche non violente n'est pas uniquement le manque de moyens, comme il y a une question qui a été posée par rapport à ça. Mais ce qu'on voit aussi, c'est comment toute une culture d'instruments, de registres d'action collective peut aider à avancer dans ce domaine-là. Il y a une question qui avait, pendant que vous réfléchissez à des questions que vous pourriez poser, il y a une question qui avait été posée en amont, que je vous adresserai à tous les deux. Il y a eu une question, donc est-ce que la répression n'est pas différente selon les catégories sociales, raciales et autres de personnes? Et comment vous avez vu se jouer cette question-là, un petit peu de l'exercice de la répression policière sur des personnes selon leur statut? À vous la parole. Oui. Alors, effectivement, c'est une question centrale dans les études sur la police, la répression. Alors, nous, évidemment, on ne peut parler qu'à partir de ce qu'on a vu, c'est-à-dire le mouvement des Gilets jaunes. Et ce qu'on a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est des gens qui appartenaient à des catégories jusqu'ici relativement tenues à distance de la répression et des violences policières. C'est-à-dire des gens qui habitent... qui n'habitent pas, en fait, pour dire concrètement, dans des zones populaires, dans les quartiers populaires de banlieue, etc., qui sont des zones où la répression s'exerce depuis des années.
eh bien tous ces gens qui étaient tenus à distance de la répression policière, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, ont éprouvé pour la première fois, pour beaucoup d'entre eux, des violences policières. Et ce qu'on a vu, et ce qui est particulièrement intéressant, je vais essayer de répondre un peu sur la transversale à votre question, c'est que des gens ont découvert, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, qu'ils pouvaient être eux-mêmes victimes des violences policières. Je repense notamment à des gens qui étaient dans la périphérie sud de Lyon, qu'on a interrogés, qui étaient des électeurs et militants Front National, et qui donc avaient un rapport relativement légitimiste aux institutions policières et à l'État, qui considéraient que si la police, grosso modo, frappait les jeunes de banlieue, c'est parce que les jeunes de banlieue avaient mérité la corruption. Et à ce moment-là, au moment d'éprouver eux-mêmes la répression policière, ça a eu pour effet évident de renverser, de produire un effet de dissonance cognitive et de renverser ce qui était l'ordinaire de la citoyenneté chez eux, c'est-à-dire le fait que l'État était légitime à cogner. Et ils ont commencé à mettre en cause le récit qui s'était grosso modo raconté pendant des années, selon lequel la police avait raison d'aller cogner les jeunes en banlieue, eu égard au fait qu'eux-mêmes se sont fait cogner dessus. Et donc, tout cela montre qu'effectivement, il y a des catégories qui, pendant longtemps, en fait, ont été protégées finalement des violences policières, contrairement à celles de ceux qui vivent dans les quartiers populaires, mais que l'extension du répertoire répressif pour des manifestations en centre-ville, pour des manifestations envers des populations qui jusqu'ici étaient protégées, a des effets directs chez celles et ceux qui en souffrent. Et ce que ces électeurs du Front National, par exemple, nous expliquaient, c'est que non seulement ils n'avaient plus confiance en l'État, mais ils avaient de moins en moins confiance aussi, évidemment, dans le Front National, par exemple, puisque le Front National n'a jamais critiqué les violences policières et a continué à défendre la police dans la mobilisation des Gilets jaunes, et donc tout cela déplace un petit peu les perceptions de l'ordinaire du politique. Merci beaucoup. Oui, alors peut-être qu'on prend une ou deux questions, mais très ciblées par rapport aux deux interventions qu'il y a eu, donc pourtant plus sur les deux domaines. Et puis après, on passera aux interventions suivantes. Et puis on aura, j'espère, un petit peu de temps pour plus de questions vers la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions un peu urgentes ou on peut avancer? On met comme ça, c'est dissuasif. Heureusement, tout le monde n'est pas dissuadé. Il y a des modes de répression différents en fonction des cas. J'en pensais notamment au marché du mois quand on avait discuté, où moi aussi j'ai écouté la nuit, j'ai bien vu quand même la grosse différence de traitement dans les marches climat où il y avait des petits gamins qui avaient peur, etc. Et toutes les autres manifs, donc c'est quand même des mouvements qui sont plutôt consensuels et qui sont protégés du coup par la société. Non, mais donc n'hésitez pas, c'est plus une réflexion qu'une question du coup. C'est parce que la question se posait quand on a posé la question de la réflexion en fonction des classes sociales. Oui, tout à fait. Et donc là, c'est bien en fonction des classes sociales dans les marches climat qui est quand même des classes sociales moyennes et supérieures. On n'a pas les mêmes, on n'a pas de réflexion du tout, c'est devenu unique depuis avoir de réflexion de la unique, parce qu'effectivement, maintenant, même les manifs syndicales sont répondues. Très bien. Une autre question, on continue? Alors, il y avait la possibilité d'envoyer un petit papier, mais je n'ai peut-être pas repéré Alison qui a les papiers, qui pourrait les remettre. Ah ben voilà. Donc quoi, il suffit de... Voilà. Et donc, je propose à Margot de venir me dire qui est Irénée et qu'est-ce que ça dit. Non, mais c'est bon, ça marche. Ça marche. Ça marche? Va te mettre là-bas. Ouais, je me mets là-bas. Oh. Elle arrive à le prendre. Bon. Donc, je ne suis pas Irénée. On voulait juste dire deux mots parce que voilà, on est un peu déçus qu'elle ne puisse pas être avec nous. Donc, Irénée a bien écrire I-R-E-N-E, pas d'accent, elle dit tiens. Donc, qui est une autrice féministe anarchiste qui a grandi dans un milieu à la fois espagnol, basque et français. Donc, c'est une militante qui a participé au collage contre le féminicide depuis 2019. Elle a un peu arrêté, elle a commencé en 2019 à Paris. Donc, en 2021, alors qu'elle avait 21 ans, elle a publié ce petit mini-PC qui s'appelle donc La Terreur féministe aux éditions donc Divergence. Il y a une autre édition
contre-lections présentées là-bas. Donc ce livre, juste rapidement pour vous dire de quoi il est constitué. Alors elle aurait été aujourd'hui, je pense, dans une forme, voilà, aujourd'hui elle aurait peut-être représenté une opinion un peu entre deux, parce que si dans son livre elle présente un petit peu des modalités non violentes et qu'elle conclut elle-même au fait qu'elle préférerait que le féminisme aille vers des tournants non violents, elle a des doutes par rapport au fait que cela suffise. Donc elle dit par exemple, voilà, on pourrait essayer de lutter efficacement contre le capitalisme et le patriarcat à base de flash mobs et de pancartes à paillettes, mais elle dit en même temps, le fascisme ne négocie pas ses règles, le patriarcat n'organise pas de sit-in, le capitalisme ne crée pas de pétitions sur change.org. Donc voilà, elle a un petit peu cette double analyse. Son livre, il se construit sur 3 parties. Dessine-moi une femme violente. Donc là, elle vient un petit peu montrer les différents types de parcours de certaines femmes en fait qui en sont arrivées à la violence. Deuxième partie, la violence comme survie. Et troisième partie, la violence comme stratégie politique féministe. Donc c'est les 3 parties de son livre. Donc vous voyez bien que là, par rapport à la journée, elle aurait été dans une optique de présentation. Elle aurait peut-être un petit peu plus de l'opposition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle conclut à la fin par peut-être la nécessité d'avoir une diversité de pratiques. Donc c'est sur ça qu'on aurait pu voilà, un petit peu discuter sur peut-être aussi, ça me fait penser aussi aux statistiques qui ont été présentées tout à l'heure par le fait qu'il y a certains mouvements voilà, qui se construisent sur des formes de non-violence, d'autres autrement, est-ce qu'il y a une efficacité voilà. Donc elle aurait peut-être été davantage tournée vers cet aspect-là. Pour le signaler, en 2022, elle a sorti un second livre qui s'appelle Hilaria, toujours aux éditions Divergence, la couverture est rouge. Elle revient sur le parcours donc de sa grand-mère qu'elle évoque un petit peu ici. Sa grand-mère, donc militante anarchiste, très engagée, mais victime de violences conjugales. Donc voilà, c'est un peu le... Voilà, donc je vous conseille ces 2 ouvrages, ça se lit très bien, et puis c'est assez fort, donc ça permet voilà, un petit peu de faire un peu le bilan sur une partie du mouvement féministe aujourd'hui. Voilà. Oui, alors rebonjour à toutes et tous. Donc Anne Le Huérou, je suis sociologue, je suis enseignante-chercheur à l'université de Nanterre et voilà, ça fait 30 ans que je travaille sur la Russie principalement et aussi d'autres pays post-soviétiques. Et alors je voudrais en fait commencer par remercier les amis du MAN Lyon de m'avoir invité, mais aussi le laboratoire Triangle, parce qu'en fait je remercie à double titre, je dirais, parce que d'une part cette possibilité d'intervenir dans ce contexte aujourd'hui m'oblige à une forme de réflexivité aussi sur mon parcours, puisque j'ai été voilà, Serge et Yvette sont des amis de 40 ans, puisque j'ai été adhérente du MAN Lyon pendant très longtemps, mais je suis aussi une collègue des sociologues ou politistes de Triangle. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis venue inviter une journée d'études à Triangle, c'était la veille de la première manif des Gilets jaunes, on rappelle très bien, puisque je suis rentrée à Paris le lendemain en me demandant ce qui allait se passer. Et voilà, et c'était sur la question des violences carcérales, donc on ne sort pas tellement des questions de violence. Et donc du coup, cette occasion d'intervenir, et on en a parlé un peu depuis ce matin, me provoque aussi du coup des formes d'émotion à la fois positives, qui est justement cette possibilité aussi de réfléchir à des formes de conciliation, de combinaison entre engagement de recherche et engagement citoyen, mais aussi bien sûr des émotions beaucoup plus, je dirais, négatives, qui sont les raisons pour lesquelles on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, et qui est bien sûr la question de la guerre en Ukraine, aujourd'hui la mobilisation
dite partielle en Russie, et donc un conflit qui fait la une de l'actualité depuis presque 8 mois, qui interroge chacune et chacun d'entre nous avec des opinions parfois très très clivantes. Voilà. Donc c'est évidemment pas facile. C'est vraiment une gageure d'intervenir là en quelques minutes. Donc je vais essayer d'aller très vite, et puis il y aura, je l'imagine, des questions. Il y en a déjà eu une d'ailleurs dans le retour de tout à l'heure. Alors bon, moi il se trouve qu'effectivement je travaille depuis. J'ai pas travaillé que sur les questions de violence, mais ça fait quand même assez longtemps qu'effectivement ma trajectoire personnelle, après, je dirais une adhésion qui reste aussi des formes de conviction très fortes et un socle aussi intellectuel et politique de base, je dirais, qui me reste très très cher et très proche. Je me suis quand même surtout intéressée aux questions d'une analyse de situations de violence et de situations aussi d'une analyse du rapport des sociétés, d'un certain nombre de groupes sociaux dans des situations particulières à la violence. Et c'est ainsi, moi je travaille actuellement beaucoup sur la question des violences policières en Russie et sur le rapport de la société aux violences policières, et puis j'ai beaucoup travaillé sur la guerre en Tchétchénie. Je suis par ailleurs aussi, alors là plus à titre d'engagement citoyen, membre d'une coalition d'organisations de la société civile russe, ukrainienne et européenne qui depuis 2014, donc depuis les événements de 2014, mais la plateforme a été créée en 2017-18, travaille à essayer de faire dialoguer à la fois les défenseurs et défenseuses des droits de l'homme en Russie et en Ukraine, mais aussi les gens qui travaillent sur les questions de peace building, on dirait, ce qui est en fait une double gageure, à la fois de faire dialoguer Russes et Ukrainiens, et d'autre part de faire dialoguer les gens qui s'intéressent à la défense des droits humains, à la justice, à la lutte contre l'impunité d'un côté, et ceux qui travaillent à la construction de la paix, qui parfois peut s'accompagner d'une certaine forme d'allègement des problématiques de justice autour des questions de pardon, autour des questions de commission vérité, etc., etc. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu d'où je parle, je dirais, et c'est à partir de là que je vais essayer de comprendre, enfin de vous exposer peut-être très très rapidement ce que je vois comme peut-être des moments importants, des choses importantes sur lesquelles s'interroger quand on regarde ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, et quand on regarde aussi ce qui se passe à l'intérieur de la Russie et à l'intérieur de l'Ukraine, non pas d'un point de vue géopolitique, qui n'est pas mon point de vue, je le dis, je préfère le dire, non pas que les questions géopolitiques n'aient pas d'importance dans ce conflit, mais c'est pas celles sur lesquelles auxquelles je m'intéresse moi. Voilà, je m'intéresse plus au point de vue des acteurs et au point de vue de la société. Alors, ce que je voudrais peut-être dire dans le premier lieu, et ce qui me semble important, ça a été aussi évoqué plusieurs fois depuis ce matin, c'est la question des conditions de possibilité. Les conditions de possibilité et de la violence et de la non-violence. D'une part, par rapport à... ça a été un petit peu évoqué sur le livre de Chenoweth et Stéphane, mais il me semble vraiment absolument fondamental de comprendre d'abord par rapport à quel système institutionnel, à quel système politique on est confronté lorsque on décide lorsqu'on décide ou on décide pas d'ailleurs, mais lorsque on s'engage et lorsque une dynamique, un processus de mobilisation va pouvoir se faire de manière non violente ou violente. Et de ce point de vue-là, évidemment, il y a des différences assez fondamentales entre l'Ukraine et la Russie. Et on pourrait y rajouter aussi d'ailleurs la Biélorussie, qui est souvent un exemple que prennent les Ukrainiens pour dire que les Biélorusses n'ont pas été assez radicaux, notamment en 2020, qu'ils auraient pu renverser Loukachenko comme eux ont renversé Yanukovych en 2013-2014, alors pas forcément en utilisant le mot de violence, mais en utilisant le mot de radicalité, mais sans forcément porter attention au niveau de violence qui est en face. Et là, je trouve qu'il y a vraiment parfois des différences vraiment très, très irréductibles dans la manière d'appréhender effectivement les capacités et les conditions de possibilité d'une résistance à un régime dont on veut se débarrasser dans le cas de la Russie et de l'Ukraine, qui se joue autour de la capacité de coercition, la capacité répressive du régime, telle qu'elle est en tout cas perçue et vécue par les acteurs. Et de ce point de vue-là, je pense que
un moment a été vraiment particulièrement important dans le cas de l'Ukraine, c'est au moment de Maïdan, donc je n'ai pas le temps de revenir sur la chronologie, mais disons novembre 2013, ces premières manifestations, et puis fin novembre, début décembre 2013, un durcissement et une véritable, alors ça rejoint ce que vous disiez, une expérience, je dirais primaire, une épreuve primaire de la violence policière, de la violence des forces de l'ordre, par des manifestants ukrainiens qui n'étaient dans leur grande majorité absolument pas outillés, je dirais, ni effectivement politiquement, ni du point de vue d'une socialisation aux mobilisations collectives, aux mobilisations sociales et à des répertoires d'action justement qui auraient pu les amener à effectivement pratiquer des sittings de masse, à être voilà. Et donc il y a un effet de surprise qui va effectivement enchaîner. Et je pense que ça, pour moi, ce moment-là, je dirais ce week-end-là, ça se joue sur presque sur une journée. Est probablement très déterminant aussi dans la manière dont les événements ultérieurs se sont déroulés, notamment parce que c'est à partir de ce moment-là aussi que des groupes, je dirais, détenteurs de dispositions à la violence, qui sont parfois ces groupes justement d'extrême droite dont on a beaucoup parlé, dont on a aussi parfois exagéré le rôle et l'importance sur Maïdan et dans les événements ultérieurs, y compris les fameux Azov dans la guerre d'aujourd'hui. Je préviens à l'avance éventuellement des questions. Mais il y a eu une forme de rattachement finalement très pragmatique, justement, là encore, à ceux qui pouvaient effectivement protéger le reste des manifestants et être en capacité d'affronter la police ou les forces de l'ordre. Et c'est, je dirais, de cette manière, effectivement, je pense, assez pragmatique et non idéologique ou politique que on a eu effectivement l'émergence de ce type de mouvement, et qu'on a aussi aujourd'hui, alors dans un autre registre, je dirais, et je pense que c'est aussi pour moi un étonnement, je dirais, et quelque chose que m'a appris l'analyse de la situation ukrainienne, et je ne formule aucun jugement là-dessus. C'est en fait la facilité avec laquelle s'exprime un continuum entre l'action civile et l'action militaire dans le cas de l'Ukraine. C'est-à-dire que en fait, il y a pas de, pour les acteurs ukrainiens, et je commence à en connaître pas mal, il y a aucun problème, je dirais, et à la limite, ils vont pas voir pourquoi est-ce que une ONG française ou autre pourrait grincer un petit peu des dents si elle sait pas très bien si l'aide qu'elle va apporter va vraiment accueillir des réfugiés, servir à abriter les réfugiés ou à livrer des gilets pare-balles aux soldats. De fait, force est de constater que pour eux, ça ne pose pas de problème, alors que traditionnellement, on voit bien qu'il y a quand même des formes de division assez fortes, voire de division du travail entre les luttes, justement, la lutte des civils et la lutte armée. Et je trouve que de ce point de vue-là, du point de vue de l'analyse, en tout cas de ces mobilisations, je sais pas des conclusions, j'ai pas de réponse aux conclusions qu'on peut en tirer sur l'efficacité comparée des deux mobilisations, mais en tout cas, la question ne se pose pas en ces termes, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, tout ce qui est de l'ordre de l'aide civile est aussi, in fine, destiné à, je dirais, aider aussi les militaires. Alors, du point de vue de... je vais très vite, il y a encore... 2-3 minutes. D'accord. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant pour moi, de la même manière que les prédécesseurs, de pas forcément justement catégoriser à l'avance, ou même peut-être à l'arrivée finalement un mouvement du point de vue de son caractère violent ou non violent, mais du point de vue de sa dynamique et des processus qui sont en jeu. Alors bien sûr, ensuite, ce qui est quand même fondamentalement différent de l'expérience des Gilets jaunes avec les policiers, c'est la question de la guerre. C'est la question de la guerre entre deux États, c'est la question de l'armée, de l'institution militaire. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, on est dans une autre, je dirais, dans une autre dimension, donc qui nous éloigne d'ailleurs peut-être un peu finalement du thème de la journée d'aujourd'hui, puisque c'est un peu l'épreuve ultime, d'une certaine façon, de la violence ou de la non-violence. Et moi, j'ai pas non plus de réponse à cette question, si ce n'est peut-être un retour un peu réflexif sur moi-même, essayant de me rappeler justement
mes jeunes années, entre autres avec le MAN, et me retrouvant aujourd'hui à faire des campagnes pour fournir des gilets pare-balles à un tel ou à un tel, et je me dis, mais jamais de ma vie je n'aurais pensé que je me retrouverais moi dans cette situation-là. Et en même temps, je m'y retrouve en fonction d'un certain nombre de raisonnements, et à la fois intellectuels, politiques, et peut-être aussi voilà, citoyens et éthiques. Pardon. Donc voilà, ça c'est une première, je dirais, voilà, encore une autre chose que je voulais dire. Alors maintenant, pour aborder peut-être très rapidement, même s'il faudrait des heures, mais la question de la Russie, mais toujours sous l'angle aussi de justement des conditions de possibilité, hein, de forme de résistance, c'est quand même justement la perception. C'est pourquoi finalement aujourd'hui, et depuis déjà très longtemps, on a effectivement une société qui, je dirais, a été confrontée à un engrenage face à un système de plus en plus répressif depuis les 20 dernières années, après avoir connu dans tout le XXe siècle au moins des traumatismes d'une violence extrême qui n'ont pas été véritablement, à l'exception de quelques associations comme Mémorial par exemple, qui n'ont pas été travaillées par la société et qui n'ont été que du bout des lèvres acceptées par le pouvoir dans la parenthèse un peu plus démocratique des années 90, encore qu'elle ne l'était pas forcément comme ça. Donc c'est dans une telle situation, je pense, hein, là que effectivement les possibilités de se mobiliser par rapport à ce qui est perçu comme, alors soit petit 1, et ça c'est déjà les années 90, à l'exception de quelques mobilisations, certes courageuses, par exemple des mères de soldats à l'époque de la première guerre de Tchétchénie, mais c'est petit 1 que de toute façon on ne nous écoute pas, on ne compte pour rien, ça sert à rien de s'engager. D'ailleurs quand on a voulu s'engager, le Parlement a été dissous, enfin il faudrait revenir sur la chronologie politique de la Russie, mais donc une désaffection totale vis-à-vis des formes d'engagement et une non-croyance en leurs possibilités. Et puis 2, un pouvoir de plus en plus répressif. Effectivement, plus le pouvoir devient répressif et moins les conditions de possibilité existent. Et donc là, on voit qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez extrême avec le fait d'avoir décrété cette mobilisation, par exemple, et le fait que là, on voit que d'un côté, une partie de la population commence à réagir, mais commence à réagir plus par des formes d'exit, hein, en essayant de se sauver, au sens physique du terme, pour les jeunes hommes mobilisés, pour beaucoup d'hommes jeunes mobilisés, mais qu'effectivement, il y a une sorte là, évidemment, on pourrait rétorquer qu'en effet, aujourd'hui, les coûts d'entrée dans une résistance, même non violente, sont effectivement très élevés, ce à quoi les Ukrainiens continuent de rétorquer que, pour eux, ils ont été encore beaucoup plus élevés, puisqu'ils ont sacrifié leur vie, et que les Russes ont finalement jamais, certes, ils risquent peut-être la prison, mais d'ailleurs, aujourd'hui, des manifestants dans la rue, et c'est peut-être pour ça qu'il y en a un peu plus, disent de toute façon, on préfère aller en prison que aller à la guerre de cette manière-là, avec la façon dont la Russie nous envoie, dont les autorités nous envoient à la guerre. Mais on pourrait aussi rétorquer que la police ou les forces spéciales russes, alors je me fais l'avocat du diable, hein, voilà, consciemment, n'ont jamais tiré sur la foule. Enfin, n'ont jamais tiré sur la foule depuis octobre 93, sur une foule, en tout cas russe. Alors, en Tchétchénie, bien sûr, mais c'est une guerre. Donc on a après tout, voilà, est-ce qu'il y a aujourd'hui des marges de manœuvre pour une action non violente, radicale, qui effectivement ne prendrait pas les armes, mais qui chercherait à s'opposer au pouvoir par des moyens de la non-violence. Moi, une résistance civile, je préfère l'appeler comme ça. J'avoue que je ne le vois pas vraiment possible, et que je vois plutôt des formes éventuelles de radicalité, au contraire violente. Bon, on a vu l'assassinat de la fille de ce philosophe d'extrême droite. On a vu quelqu'un tirer sur un commissariat, un bureau de recrutement pour assassiner le commandant militaire. Et donc on aurait une sorte en fait là pour le coup de non-continuum entre, je dirais, une très grande passivité quand même de la population dans son ensemble, des possibilités disons des voies de sortie par l'escapisme personnel,
et d'un troisième côté, une éventuelle montée effectivement mais de manière très, très limitée, à une résistance plus violente. Alors j'aurais encore plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là parce que sinon, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a quand même un point commun là, qui apparaît dans les trois interventions un peu longues. Je renvoie d'abord à un point auquel j'ai bien conscience. Dans l'ouvrage Pouvoir de la non-violence, ce qui est comparé, c'est pas des actions non-violentes, et c'est ce qui est appelé des campagnes non-violentes qui peut se expliquer dans un temps un peu long. Et je pense que vos trois exposés montrent bien toute cette dimension dynamique. Alors à la fois la dynamique du mouvement lui-même, la dynamique des acteurs en face, parce que vous avez bien distingué les policiers, l'État, etc. Et puis des éléments de contexte qui peuvent être régionaux, nationaux, internationaux. Et donc aussi toute cette intelligence collective qui doit exister, qui doit se construire dans un mouvement pour arriver à trouver les bonnes réponses au moment voulu, mais aussi tout le côté spontané, tout le côté valeurs populaires, culture populaire. Voilà, je passe peut-être la parole à Guillaume pour une réaction. Oui, bonjour. Donc, quelques mots pour une réaction d'ensemble. Oui. Donc, je suis Guillaume Gamblin, je suis membre du MAN, j'ai été membre aussi de la revue Alternative Non Violente. Vous m'entendez, ça va comme ça? Ouais. Voilà, je suis aussi activiste dans des mouvements comme d'action non violente, comme les faucheurs volontaires d'OGM, etc. Et je suis membre de la revue Silence, donc, qui est une revue mensuelle papier, écologiste, qui a pour sous-titre l'écologie alternative et non-violence, qui fête ses 40 ans ce mois-ci, et qui, autour d'une campagne, autour des victoires de l'écologie, et on essaie de mettre en avant les victoires qui ont été remportées par l'écologie, enfin autour des combats écologiques depuis ces dernières décennies, à travers aussi une grande affiche de la carte de France de l'écologie en 50 victoires, pour montrer que beaucoup ont été remportés par la non-violence, notamment. Alors, effectivement, je trouve que le rapport à la violence et à la non-violence dans les mouvements sociaux et politiques, je trouve que les trois interventions qui précèdent, elles montrent qu'il n'est pas basé autant que pourrait le laisser entendre ce colloque sur des réflexions philosophiques ou idéologiques a priori, mais c'est souvent des rapports très dynamiques, évolutifs. L'exemple des gilets jaunes qui nous a été montré l'énonce bien. En fonction des analyses concrètes du contexte en cours, des rapports de force, et là l'exemple de la Russie et de l'ex-URSS et puis des droits au logement en Espagne le montre aussi. Je voulais faire quelques ponts rapides entre des mouvements, parce que à Silence on est un petit peu au cœur de plein de mouvements d'action écologique, sociaux, donc on a un peu un poste d'observatoire de certains mouvements. Je voulais faire le lien entre la réflexion du livre de Judith Butler sur la non-violence et un certain nombre d'actions et de campagnes non-violentes. Moi, je pense que le livre de Judith Butler, La force de la non-violence, il vient vraiment renouveler la réflexion de fond sur la non-violence et prolonger les réflexions de base qu'on connaissait déjà de Jean-Marie Muller et d'autres, en les enrichissant de nouvelles perspectives. Par exemple, la campagne d'action des colleuses contre ce que je continue à appeler les féminicides, mais peut-être que je me trompe dans le terme, mais enfin voilà. En tout cas, des colleuses. Pour moi, elle met vraiment en valeur ce que dit Judith Butler sur le droit d'apparaître des personnes invisibilisées et sur le fait que toute vie est pleurable, même quand a priori elle n'est pas considérée comme elle est considérée comme minorisée par le regard dominant. Lorsque Judith Butler aussi insiste beaucoup sur le fait que la non-violence nous oblige à une perspective égalitaire et de la réciprocité où nous sommes amenés à nous mettre à la place de l'autre pour
pour comprendre ce que lui feraient nos actes. Ça me fait beaucoup penser aux actions qui ont été lancées par le mouvement social BICI au Pays Basque autour de la réouverture d'un centre de rétention administrative en 2018. Et ils avaient lancé une grande action, eux, c'est nous, qui est en venant devant ce centre de rétention et en demandant à être expulsés et enfermés à la place des personnes, au motif que toute vie est égale et qu'il n'y a pas de vie qui vaut moins qu'une autre. Et ça me rappelle des actions beaucoup plus anciennes qui avaient existé pendant la guerre d'Algérie, où des personnes refusaient de combattre le peuple algérien et ont même demandé à être enfermés à leur place. Voilà, donc ce n'est pas nouveau. La mise à jour des violences structurelles, elle est aussi à l'œuvre dans les mouvements anti-OGM, les mouvements contre les pesticides, etc. C'est-à-dire qu'elles essayent de mettre en lumière et sur l'agenda politique et médiatique des violences qui blessent nos corps et qui nous tuent. Et enfin, je voudrais terminer par un autre exemple qui me semble vraiment très significatif de la résonance entre l'approche de Judith Butler et les pratiques non violentes. C'est l'exemple des actions d'intervention civile dans les zones de conflit, qui est une forme d'intervention qui a été créée par les mouvements non violents depuis une quarantaine d'années, comme une sorte d'alternative populaire, civile, partant de la société civile, aux formes d'intervention armée dans certains contextes de conflit ou de post-conflit. Il y a eu des formes d'intervention par l'observation internationale, l'interposition, etc. Au Kosovo, au Sri Lanka, en Colombie, au Guatemala, aux Philippines, au Sud-Soudan, etc. Moi-même, j'ai participé à une de ces missions au Guatemala il y a un certain nombre d'années, et ça me semble très significatif dans l'approche de Judith Butler parce que l'idée, c'est de protéger des vies qui sont menacées par la violence politique, par des menaces concrètes d'assassinat, parce que ce sont des personnes qui sont militantes des droits, militantes syndicales, journalistes, etc., et qui sont menacées de violences et de meurtres dans leur pays. Et ce sont des interventions internationales, civiles, pour apporter une protection politique à ces personnes, c'est-à-dire montrer que ce sont aussi des vies pleurables, documenter, faire exister ces vies de personnes qui défendent l'environnement, notamment. Judith Butler, je terminerai là-dessus, nous dit de faire attention à ce risque d'être dans une forme de paternalisme. Alors, je précise que ce sont des formes d'intervention où des personnes de pays dits du Sud interviennent aussi dans d'autres pays, et où aujourd'hui il faut relier ça ici à des pratiques comme le cop-watching, comme des manières de documenter, de filmer, de visibiliser les violences policières. Et de la même manière qu'on peut mettre en parallèle des actions, des campagnes pour accueillir ici en France et en Europe les objecteurs de conscience russes et ukrainiens, avec le fait que nous sommes aussi vulnérables nous-mêmes à la militarisation qui vient de l'État, et qu'il faut résister à des choses comme le service national universel qui essaye de remilitariser la jeunesse. Bonjour, moi c'est Serge Perrin, donc je suis militant du MAN depuis quelques années, depuis très longtemps, trop longtemps. Donc je fais des formations à l'action non violente. Voilà, j'ai la lourde tâche d'essayer de voir comment on pourrait répondre à toutes les questions qui ont été soulevées. Et je vais rebondir sur la question, est-ce que l'action non violente, est-ce que c'est le nombre qui entraîne le fait que l'action soit non violente? Eh ben, j'ai tendance à dire que j'y avais jamais pensé, mais que ça me paraît être une remarque intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que la résistance civile menée par les populations, quand c'est large, eh ben, en fait, ça prend
j'allais dire presque naturellement, des formes de résistance non violente. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez prendre des moyens violents, il va falloir que vous organisiez. Et donc, derrière, ça veut dire qu'il y a un groupe qui va s'occuper de récupérer des moyens violents, des armes, de la dynamite, etc. Et en fait, on se retrouve, et c'est un peu, je pense, l'analyse que nous, les mouvements non violents, on fait, c'est que quand les mouvements de résistance civile tournent à la violence, en fait, il y a de moins, ça fait peur, et tout à l'heure ça a été dit, ça fait peur à des femmes, aux enfants, et du coup, naturellement, il y a moins de monde. Donc en fait, vous avez, pour moi, un lien étroit entre les deux. Il y a un autre point qui me semble important de souligner par rapport à tout ce qui a été dit, c'est pour moi la qualité. En fait, on a plein de choses en commun entre tout ce qui a été dit. Les choses en commun, c'est que derrière, il y a des problèmes de termes, et il faut passer sans doute plus qu'aujourd'hui sur la définition des termes. Mais derrière, pour moi, la non-violence, c'est une notion de rapport de force. On est face à un système violent. La première des violences, c'est la violence institutionnelle. Tous les grands leaders non-violents, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que nous on dit aussi mal. Et donc, en fait, qu'on parle de non-violence agressive, nous on parle d'action directe non-violente, il y a un problème de créer un rapport de force et donc une notion de contraindre. Empêcher l'autre de nuire, c'est la base des actions, de l'action non-violente. Et toutes les actions de résistance civile s'appuient sur ça. Qu'est-ce que c'est qu'une action non-violente? C'est une action de non-collaboration avec l'injustice. Alors, ça prend des formes qu'on appelle aujourd'hui désobéissance civile, ça peut être des squats, comme c'était dit, c'est des grèves, etc. Mais c'est vraiment la base. C'est tellement la base que ça m'intéresse vraiment, et j'ai lu l'article de nos amis sur les Gilets jaunes, avec intérêt, parce qu'en fait, on retrouve quoi? On retrouve le fait que nous avions une action en France que je qualifierais de non-violente. L'occupation des ronds-points, c'est une action non-violente qui était en train d'établir un rapport de force économique, et l'économie c'est la première forme de violence, ce qui était assez déconcentré. Et donc effectivement les forces locales de police avaient un peu du mal à taper sur tel ou tel. Qu'est-ce qu'il y a eu un moment de basculement? Pour moi, l'analyse de basculement, c'est quand il y a eu les grandes manifestations à Paris, où là, on s'est retrouvé devant quelque chose que là, l'État connaît bien, c'est un affrontement frontal, et on se retrouve avec tout le monde, et ça permet de dégénérer et de légitimer la répression, une répression violente, et donc après, expulsion des ronds-points, et effectivement, quand vous menez une action, à un moment, si vous établissez un rapport de force, vous allez avoir de la répression. Et toute la stratégie non violente est de faire en sorte que vous allez anticiper et être capable de faire face à la répression. C'est tout ça pour moi, l'action non violente. Hein, c'est des actions de désobéissance civile, il y aura la répression, comment on y fait face. Et je continue l'analyse sur l'apport d'Anne, qui m'a très intéressé sur la similitude entre ce qui s'est passé à Maïdan, et je vais faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Syrie. En Syrie, il s'est passé aussi ça. Il y a eu des actions de résistance civile, des mouvements plutôt non violents, et il y a eu une répression. Et en face, à l'intérieur du mouvement de résistance, il y a des gens qui ont pris des armes pour protéger. Et en fait, vous avez eu un glissement entre une résistance civile de type non violent, des gens qui ont voulu protéger par les armes, puisqu'en fait, il y avait une répression, et ça dégénérait en conflit militaire. Et dans un conflit militaire, la population civile, elle est court-circuitée. Et ce qu'on dit tous les jours, et ce qu'on constate, dans un conflit militaire, la première des victimes, c'est la population civile. Et en particulier les femmes, et aussi les enfants. Du coup, être non violent, pour moi, pour nous,
ça va être d'anticiper et de faire des choix stratégiques. C'est-à-dire, en fait, l'organisation ne vient pas d'elle-même, et on n'est pas naturellement non violent, je pense pas. On est plutôt culturellement violent dans nos sociétés. Et donc, en fait, la problématique pour un mouvement non violent est de faire passer l'idée que, puisqu'il y a une meilleure efficacité, et c'est ça, pour nous, l'apport important de l'étude américaine sur le pouvoir, puisqu'il y a une meilleure efficacité de l'action non violente, eh ben, organisons-nous pour que l'action que nous allons mener, que nous voulons prendre là où nous voulons modifier le rapport de force, prenne par des moyens, des choix tactiques et des choix d'organisation pour qu'elle reste non violente. Si vous ne prenez pas ces choix-là, si vous allez au fil de l'eau, ben vous avez trop tendance à vous retrouver en face des forces de l'ordre qui, eux, ont déjà des stratégies de violence. Et ce que je dis toujours, quand vous êtes être non violent devant un char, vous allez vous asseoir par terre, ça ne sert pas grand-chose. Et donc, en fait, une action non violente, c'est en fait de faire en sorte qu'on ne se retrouve jamais tout seul devant un char. Voilà ce que je voudrais en dire rapidement. Je laisse la place aux questions. J'ai pas fait 8 minutes, hein. Non, même pas. Voilà, donc beaucoup d'apports, donc je vais peut-être un petit peu assommé. Mais voilà, mais s'il y a des réflexions, des questions, essayez, quand vous avez la parole, d'être bref, et peut-être une réflexion, une question pour permettre à d'autres personnes aussi de s'exprimer. Oui, je vais le passer. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste dire simplement l'éducation à la paix dans les écoles. C'est quand même de plus en plus répandu, c'est quand même une sacrée chance. Et avant les gilets jaunes, on avait des petits-enfants en gilets jaunes dans le coin. Ça veut dire, j'ai personne pour jouer, ok, je veux jouer. Enfin, il y a des médiateurs, mais il y a aussi des enfants qui sont seuls, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont personne. Il y a plein de choses qui se passent. Et c'est vraiment le truc de base en France, enfin ça peut être ailleurs, mais parce que ça commence très très tôt, la violence, très très tôt. Des enfants qui vont rétorquer sur la maman en vent la main, il y a toute une histoire là-dessus. Je sais que tout c'est un peu hors sujet, mais je parle de ce que je connais depuis petit, qui a 6-7 ans, ce que j'ai pratiqué. Merci. Personne qui veut parler. Bonjour. Il est possible qu'il y ait déjà une réponse apportée à ma question, parce que je dois être depuis 2 heures, donc je ne sais pas tout ce qui a été dit dans la journée. Donc je visualise bien comment est-ce que le mouvement et les stratégies non violentes permettent d'établir des formes de résistance très puissantes. Par contre, ma question, c'est comment est-ce qu'une stratégie non violente peut permettre de renverser la balance, c'est-à-dire de prendre le pouvoir pour stopper totalement le mécanisme de domination. Alors déjà, ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'histoire, parce que sinon, je serais, moi en tant que Lyonnais, pure souche, c'est pas intéressant. Dans le bouquin, Le pouvoir de la non-violence, ils analysent un certain nombre d'endroits où il y a des dictatures qui ont été renversées. Et donc, en fait, voilà, ça marche par des actions de désobéissance civile qui arrivent à agglomérer. Et ça me permet de rebondir par rapport aux gilets jaunes et aux forces de police. Généralement, pour gagner, il va falloir que vous arriviez à baisser les soutiens du camp du pouvoir. Dans ces soutiens, vous avez des soutiens économiques, vous avez des soutiens médiatiques, vous avez des soutiens religieux, et vous avez des soutiens de police et de l'armée. Mais en fait, toute une stratégie non violente va être en fait d'analyser quels sont les soutiens les plus faibles, de façon à ce qu'elles poussent le pouvoir à l'abandonner. Je prends l'exemple, par exemple, tout à l'heure on a parlé de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, justement, franchement, c'était pas économiquement très important, mais il y a eu tout un boycott au niveau international. Et finalement, qui c'est qui a poussé
le pouvoir blanc a négocié avec Mandela, ben, en fait, c'était les industriels. Quand vous êtes un industriel sud-africain et que vous ne pouvez plus faire du business, ben, vous allez voir vos hommes politiques en disant écoute, c'est bien content, hein, je suis bien content qu'il y ait toutes ces histoires avec des noirs, etc. Mais moi, je fais plus mon business. Donc, tu laisses tomber un peu ton racisme et nous, on va faire du business. Franchement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, voilà, il s'agit de couper. Et pourquoi je faisais le lien, c'est tout à l'heure, pourquoi les Gilets jaunes, ils ont eu à un moment un peu le soutien des policiers. Et là, il y avait, ça c'est hyper important, fracturer le camp d'en face et le camp de la répression, mais c'est, dans la théorie, c'est le summum. C'est-à-dire, en fait, si les policiers, vous les mettez avec vous, et ben en fait, vous serez moins tabassés, etc., etc. Et du coup, il faut construire toute la pensée en essayant de ne pas balancer directement des cailloux sur les policiers de façon à ce qu'ils ne répondent pas par des gaz lacrymogènes. Mais ça, c'est plus facile à faire au niveau local, dans les ronds-points, que quand vous êtes sur les Champs-Élysées, où en fait, vous avez une distance et un nombre qui fait que vous n'avez plus le rapport humain avec le policier. Et le policier, lui, il est mis dans une situation de façon à ce qu'il riposte et que toute agression vis-à-vis du corps policier le fasse réagir au corps. Et non, il va falloir travailler. C'est pour ça que je pense que un peu l'erreur tactique, ça, des Gilets jaunes a été de quitter ou de se laisser embarquer sur les ronds-points. Tant qu'ils occupaient les ronds-points, on bloquait l'économie. Une chose, les intervenantes et intervenants peuvent aussi poser des questions, réagir, en profiter pour ajouter des choses. Oui, alors, très vite, Serge, par rapport à, je vais peut-être encore revenir avec l'Ukraine comme contre-exemple, parce que justement, je pense qu'il y a une différence fondamentale avec la Syrie, mais je ne suis pas une spécialiste du conflit syrien. Et ce qui me semble, c'est que justement dans le cas de l'Ukraine, et c'est pour ça que moi ça continue à m'interroger, et j'ai une forme d'étonnement sociologique par rapport à ça, je n'ai pas encore résolu, c'est justement que la population civile n'a pas été court-circuitée. La population civile a, au contraire, quelque part, adhéré d'une certaine façon, même si c'était de manière pragmatique, au fait que certains acteurs de Maïdan puissent utiliser en tout cas, et des capacités d'action violente et puissent, dans l'établissement du rapport de force, utiliser aussi ces moyens-là. Puis ensuite, dans la mobilisation qui s'est faite des volontaires pour aller combattre à l'Est, quand la Russie, après la Crimée, a commencé à s'agiter sur ces territoires-là, c'était aussi, et ça a été très vite, dans un continuum entre l'action civile et l'action militaire, justement, et y compris de la part aussi dans une division genrée des rôles, avec le rôle des femmes, qui justement est revendiqué comme étant pleinement actrice de ce continuum entre civil et militaire. Donc voilà, moi je trouve que là il y a quelque chose qui justement interroge, alors sans doute parce que c'est aussi dans le cadre d'une guerre avec un autre État, donc c'est un peu différent de peut-être une situation enfin, en fait dans le cas de l'Ukraine il y a eu les deux, il y a eu d'abord le renversement d'un régime, puis une guerre avec l'allié de ce régime précédent. Donc là aussi je pense qu'il y a quelque chose à étudier qui dépasse la question à mon avis, qui s'est passé en Syrie, où là je rejoindrai plus ce que tu dis. Je voulais juste rajouter aussi une petite chose, c'est la question de que je rejoins là complètement, je veux dire bien sûr depuis toujours, c'est sur la différence entre la non-violence et le pacifisme, sur la non-violence qui n'est pas l'attitude simplement de refus de la violence et qui peut amener à la compromission. Et je pense que dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, et dans la manière dont ce conflit est aussi regardé, analysé, et je dirais des positions qui sont prises aussi par beaucoup d'acteurs, y compris à gauche, à l'extrême gauche, et dans des milieux justement pacifistes / non-violents, parfois mélangés en Europe, qui peut-être ne connaissent pas bien la situation, c'est justement en fait que les Ukrainiens ont le sentiment que c'est finalement que le refus de la violence ou le refus d'armée, par exemple, etc., est une position en fait pacifiste, une position qu'on pourrait qualifier de munichoise, voilà, ou de compromission avec ce qui est considéré comme l'adversaire. Donc là aussi, c'est, je pense, quelque chose d'important à considérer.
Question Oui, il y avait des questions à la salle. Oui, c'est juste pour faire un petit point avec ce qui venait d'être dit sur les gilets jaunes. On risque de peut-être jeter un petit pavé dans la mare. Effectivement, vous avez l'air de dire que c'est... moi, je suis d'accord avec vous, hein, que le mouvement des gilets jaunes sur le rond-point est un mouvement non violent. Je pense que c'est tout à fait vrai et c'est ce qu'on a cherché à montrer. Néanmoins, si on réfléchit à l'articulation violence, efficacité et nombre, ce serait peut-être un petit peu exagéré quand même de dire que la transformation du mouvement, c'est-à-dire le moment où les choses se sont plus passées en manifestation, où effectivement les choses ont été plus violentes, d'abord du côté policier, mais aussi du côté gilet jaune, a produit de la désaffection. Au contraire, on a vu que le passage à de nouveaux répertoires avait produit du renforcement de la légitimité du mouvement à l'intérieur même du mouvement des Gilets jaunes. Tout ça parce qu'il y avait une attente de la part des participants qui sont souvent des gens qui sont désaffiliés syndicalement depuis des années et qui donc sont des déçus du syndicalisme et, pour le dire très concrètement, des grands cortèges en Nation et Bastille où rien ne se passe et finalement à la fin rien ne se passe. Et donc il y avait finalement alors, c'est un peu essentialisant de le dire, un besoin de violence, mais une attente plutôt, d'une radicalité qui pouvait prendre des formes violentes, et qui, du point de vue de l'efficacité, et ça, je pense qu'il faut quand même le dire, a fonctionné. Parce que le moment où Emmanuel Macron décide d'augmenter la prime de la prime de travail, la prime d'activité, décide de répondre finalement à la demande sociale qui s'exprimait à l'intérieur du mouvement, c'est au moment où la radicalité et la violence finalement est la plus forte à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes. Et le mouvement des ronds-points qui dure grosso modo du 17 novembre au 2 décembre, sous ses formes les plus fortes, vient être amplifié par le moment des manifestations, par le moment du saccage du Fouquet, etc., qui sont, je pense, alors là on pourrait s'interroger, mais des formes d'action violente, et qui finalement conduisent à de l'efficacité. Après, effectivement, un grand temps de répression, mais ont une efficacité réelle et politique, et finalement, pour être provocateur, l'efficacité que les mouvements syndicaux, surtout sous leurs formes les plus pacifiées et réformistes, n'ont pas eu pendant des années d'un point de vue des conditions d'établissement. Donc, là, de fait, la violence a été relativement efficace de ce point de vue-là, on peut le dire. Est-ce que Montserrat aurait... J'aurais une question. Ah bon. Est-ce qu'il y a encore le temps? Oui, oui. Ouais. Oui, on a 10-15 minutes encore, donc on peut y aller. Hein. Du coup, je me permets, c'est pas encore très clair dans la tête, du coup j'espère pouvoir être clair à l'oral. Je me demande si une manifestation, du coup une résistance civile qui ne connaît pas de répression peut être efficace. Dans une analyse sociologique et politique de la situation, s'il y a des changements qui sont faits et qu'il n'y a pas de répression, je suis un peu sceptique. C'est-à-dire, en fait, quel changement a été fait, en fait. Hein, donc, en fait, je doute que ça existe beaucoup, mais pourquoi pas. En fait, ce qui, par contre, peut être intéressant d'analyser, c'est que, oui, tu peux avoir des actions, et ça a été abordé tout à l'heure par rapport aux politiques. C'est en fait les politiques qui ont un certain pouvoir, hein, moi je suis pour dire qu'ils ont du pouvoir et que s'ils ne l'appliquent pas, c'est bien de leur faute. Les politiques peuvent être poussés par des mouvements sociaux et donc amenés à des changements sans qu'il y ait eu forcément manifestations, répression, etc. Voilà. En fait, oui, ça peut, mais si on est dans le dur du système, il y aura répression. Et du coup, puisque je suis d'accord avec ce que dit Anne. En fait, les mouvements civils ne se sont pas opposés, ni en Ukraine, ni en Syrie, à l'utilisation de la force. C'est simplement, bon, j'analyse que, voilà, quelles sont les conséquences que ça a eu. Hein, c'est ça que je veux dire. Donc, en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'organisation qui ait fait d'autres propositions d'action radicale, j'en profite, une action radicale n'est pas forcément une action violente. C'était en fait pour moi des actions en particulier qui ont été menées par Alternativa de blocage, etc. Quand moi j'étais à Pau, on a bloqué un colloque, c'était ce que j'appelle radical.
Et il n'y avait pas de violence, en fait. Donc ça, c'est important de faire. Et vous avez tout à fait raison. Et ça, c'est aussi dans les stratégies non violentes, la répression amène souvent à un élargissement du mouvement. Et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire, et c'est tout à l'heure, ça avait été expliqué chez ce parti, qui avait expliqué que il faut savoir utiliser la répression. Et ça, c'est ce qu'on intègre dans les stratégies non violentes. Après, le débat reste ouvert. Est-ce que Montserrat... Ah oui. Justement, je demande à Montserrat parce qu'en plus, capacité de... Il y aurait quelque chose, une réaction, quelque chose à ajouter aussi par rapport à l'expérience qu'elle a présentée? Mais je pourrais par exemple réagir juste sur le dernier point. Vous m'entendez? Oui. On va mettre le micro. Très bien. Non, mais j'aimerais juste réagir par rapport au dernier point soulevé par Serge, donc sur comment la répression peut élargir le mouvement. En fait, moi, je trouve que cela doit être réfléchi en lien avec l'enjeu organisationnel de la pratique de la non-violence. C'est-à-dire que le mouvement pour le droit au logement espagnol a fait l'objet d'une vague assez importante d'amendes, donc assez importante pour organiser des blocages d'éviction. Je crois que les derniers chiffres dont j'ai eu connaissance, c'était 400 000 € en amende cumulée entre 2017 et 2020. Donc, ce sont des montants très, très importants. Et ça peut en fait inhiber, ça peut avoir ici à Montréal, on parle beaucoup du chilling effect, donc ça peut être un effet très important d'inhibition. Mais donc cela met en avant précisément l'importance de l'enjeu. La non-violence, il faut l'organiser. Et donc, ça demande énormément de réflexion stratégique et cet effort d'anticipation de la répression et donc cet effort de réflexion sur de quelle façon protéger donc les membres potentiellement vulnérables. C'était juste ce point que je souhaitais apporter. Alors, il y a deux interventions, madame et monsieur. Oui, moi, en réfléchissant à ce que vous disiez par rapport au colloque que vous avez bloqué ou des trucs qu'on a pu faire, c'est pas non violent, hein. Mais bon, pour le mec qui vient intervenir et qui essaie de venir à 3h du mat pour venir prendre venir au colloque ou les gens qui participent, eux, ils trouvent ça violent. Et eux trouvent ça violent. Donc bon, voilà, il n'y a pas eu de coup, peut-être. Ce que vous voulez dire par non-violence, c'est qu'il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu de casse. Je pense que voilà, je suppose que vous avez défini la violence ce matin, ou en tout cas vous êtes intéressé. Mais je pense que c'est la violence, voilà. Ça a été abordé. Oui, j'imagine. Comment c'est un narratif. La qualification de la violence vient d'une narration. Oui. Donc, moi, c'est vrai que ceux qui arrivent en avion pour participer au colloque peuvent trouver ça violent, mais construire un discours sur la violence de ce qu'ils ont vécu, en face est mis un autre discours sur la violence des projets de Total, de l'exploitation de Total. Après, chacun se positionne sur qu'est-ce qu'il valorise plus. Oui, mais dans ce cas-là, tout détruire et casser la gueule à quelqu'un, c'est pas violent par rapport à ce que fait Total. Donc on est dans ce rapport. Oui, mais alors du coup, on se met où? Même buter le patron de Total, c'est peut-être pas si violent que ça par rapport aux millions de morts qui sont au Canada. C'est là où c'est compliqué. Ce n'est pas pour dire que c'est le seul critère. Bien sûr, oui, c'est qu'il y a la position aussi d'utiliser ou pas utiliser la violence, et en particulier l'élimination physique d'une personne. On est d'accord que c'est très compliqué à mesurer, quoi. On se pose toujours la question, même aux enfants, on leur dit, et qui c'est qui dit qu'un acte est violent? Et en fait, notre réponse, c'est un acte est violent à partir du moment où il y a un des tiers, soit la victime, soit l'auteur de violence, soit le tiers, qui peut être l'adulte, mais qui peut être la loi,
dit qu'un acte est violent, il faut considérer que l'acte est violent. C'est clair, pour moi, c'est la réponse. Après, est-ce que c'est violent d'empêcher un colloque de haie? Oui, c'est une certaine violence, je le reconnais. Parce qu'effectivement, ils se sont déplacés, leur compagnie leur a payé des sous. Mais, et c'est là, c'est un vrai débat par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une action non violente, une action violente. J'ai tendance à faire un peu court. Une action non violente, c'est une action dont la force de contrainte et l'acte violent va s'arrêter une fois que l'action est terminée. Je prends un exemple, les gens ou des autres qui sont allés à Pau, le jeudi, quand ça s'était fini, ils sont rentrés chez eux, on n'a plus exercé de contrainte. Le patron italien à qui on a coupé un doigt, pour montrer que le capitalisme était mauvais, quand l'action était terminée, le mec il avait toujours le doigt coupé, quoi. Vous voyez la différence? Franchement, pour moi ça parle, quoi. Bon, dans le cas des violences conjugales, je suis pas sûr que ça parlera aussi bien, mais bon. Non, mais vous êtes d'accord? On reconnaît. Ah oui, mais du coup, il faut empêcher de nuire. Dans une violence conjugale, on le dit toujours, et Yvette en parle de moi, il faut empêcher l'auteur de violence de nuire. Et vous savez très bien qu'on a des problèmes, c'est qu'en fait, on a tendance à éliminer, à évacuer la femme, donc souvent c'est la femme, alors qu'en fait, c'est le mec qu'il faudrait mettre de côté. Oui, non, mais la question, c'est sur la définition de la violence. Est-ce que c'est parce qu'elle ne dure pas longtemps? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de traces qui en restent? Moi, ça me paraît vraiment... C'est pour ça que je disais que vraiment c'est complexe, mais que toute la matinée, il y a quand même eu un effort là-dessus, vous voyez. Donc c'était pour dire... Je voulais dire que tu peux donner une hypothèse, parce que je suis en train de revenir sur les sujets du matin. Comment? Je reviens sur les sujets du matin et... Un petit peu. D'accord. Voilà, non mais... Après, je voulais dire aussi que dans les mouvements qui n'ont pas subi de répression, peut-être sur les MeToo, les choses comme ça, justement, qui ont infusé dans la société, ont bousculé la société, sans avoir de répression directe, ou des choses comme ça. Merci beaucoup. Donc il y avait une personne au fond, et... C'était par rapport à la répression et le besoin d'organiser l'action non violente. Moi, je trouve qu'il y a aussi une limite dans le côté de la répression va permettre de massifier le mouvement. Alors, quand elle est réfléchie, donc par exemple les procès des crocheurs de portraits, c'était organisé, il y avait une volonté vraiment de communiquer là-dessus. Après, la répression elle est aussi assez efficace comme contre-insurrection, entre guillemets, d'un point de vue du pouvoir politique. Quand on regarde par exemple ce qui se passe en Calaisie, avec toutes les associations qui viennent en aide aux personnes exilées, la répression, l'intervenante Montserrat, je crois, parlait des amendes qui sont données aux personnes. Dans le Calaisie, c'est la même chose. Et la violence, même pour le coup la violence physique, lors des manifestations qui ont été évoquées aussi, la loi travail en 2016, il y a eu une telle violence qui s'est exercée à l'encontre des manifestants, que finalement, moi je connais pas mal de monde, et moi le premier, qui ont arrêté d'aller en manifestation par peur de cette répression. Donc effectivement, le côté de la répression permet de massifier ou pas le mouvement, je pense que c'est aussi une question de savoir si la répression elle est subie, ou si elle est un peu choisie, comme peuvent essayer certains, comme par exemple XR, qui maintenant cherche à aller au contact, potentiellement à finir en garde à vue, pour permettre de faire parler d'eux. Vous voyez là? Ici le micro. Merci. Du coup, ça me permet de répondre à la dame et puis aussi de répondre à la question sur les couteaux et de faire un lien. Parce que bon, MeToo, en fait, bon, pas de répression, dit bof, parce qu'il y a quand même toutes les attaques en diffamation. Et là, il y a la couverture de Libé cette semaine parle des féministes qui auraient fait des dérives en parlant trop entre elles ou au sujet du lien de valise du mec qui a la tête de LD, je crois que c'était. Donc, ouais, je dirais pas que c'est un mouvement sans répression. Et je voulais donner un exemple de sortie de couteau, un exemple concret. Pour parler en plus des collages, j'ai apporté un livre qui s'appelle Notre colère sur vos murs, justement, qui a été fait par le collectif Collage Féminicide Paris. Donc vous connaissez le principe des collages, hein, c'est des messages, mais notamment c'est aussi par exemple comme ici, ah oui, je vous remercie, des noms de victimes de féminicide. Donc vous voyez là, typiquement, on est dans l'action non violente, à part lever des collages. Et en fait, pour vous donner un exemple de ce que ce serait sortir les couteaux en utilisant un petit peu ce moyen-là, il y a une militante féministe
qui, sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois, a raconté qu'elle avait subi un viol lors d'un rendez-vous avec quelqu'un qu'elle avait rencontré sur une appli de rencontre, un homme, et qu'elle ne voulait pas aller porter plainte, mais qu'elle voulait quand même réagir et ne pas rester sans rien faire face à cette violence. Et en fait, elle a fait quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant une forme de représailles, qui, à mon avis, d'un certain point de vue, peut être considérée comme violente. Et pour moi, ça, c'est un peu sortir les couteaux au sens où c'est pas sortir les couteaux. Pour moi, ça veut dire qu'on va pas faire l'effort de la pédagogie, mais on va se montrer menaçante, et on va scier une forme de peur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée, donc elle n'est pas allée porter plainte, mais par contre, elle a imprimé sur une feuille A4 un texte qui disait Eric, qui vit dans ce quartier, m'a violé l'autre soir, il m'a fait ceci, ceci, cela. Elle l'a imprimé sur une centaine de feuilles, et elle a placardé le quartier du type qui l'avait violé. Donc en fait, ce type, quand il sort de chez lui, sur son immeuble, à l'entrée de son métro, sur les trottoirs, partout il y a écrit ça. Et en fait, c'était une façon pour elle de dénoncer, c'est aussi un peu sortir un peu du name and shame, et puis d'instaurer une sorte d'atmosphère particulière qui est que quand on fait des choses comme ça, on reste impuni. Il y a un petit côté aussi où je sais où tu habites et je me souviens d'où tu habites. Et c'est ça pour moi un peu sortir les couteaux. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est pas une action non violente, mais en même temps, ça peut se discuter aussi. Voilà. Peut-être une dernière ou deux dernières questions, là on approche de la fin. Ah, Montserrat? Montserrat, donc? Non. Ben, c'est bien, on est parfaitement dans les temps. Donc il y a eu beaucoup d'apports très très riches. Donc je pense qu'il y a un travail colossal. On peut faire chacun de réflexion et puis d'action aussi à partir de ce qui a été apporté aujourd'hui. Donc il va y avoir un petit temps de conclusion. Donc merci d'attendre encore un tout petit peu. Et puis je laisse la parole à Céane en particulier. Je crois que c'est compris.